Bien, alors bonjour à tous. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver malgré la situation actuelle qui nous oblige voilà, à être séparés physiquement, mais à pouvoir trouver d'autres chemins pour nous retrouver euh, et de ce fait pouvoir mettre à profit le temps qui nous est donné pour continuer à s'enrichir dans le chemin de la réflexion intérieure. Donc moi, je viens vous présenter aujourd'hui une conférence qui s'intitule «La respiration holotropique, une porte vers l'inconscient». Et je tiens particulièrement à remercier l'association Mieux-être en Normandie qui nous permet aujourd'hui de continuer à diffuser différentes manières de continuer à cheminer vers davantage de reconnexion avec soi-même. Alors, je vais commencer peut-être aussi par me présenter. Je m'appelle Estelle Roy, je suis psychologue clinicienne de formation, une formation que j'ai ensuite étoffée par d'autres, notamment la sophrologie, l'intégration par les mouvements oculaires et plus récemment la respiration holotropique. Donc de ce fait, c'est vrai que principalement mes outils de travail se situent autour de ce qu'on appelle les états modifiés de conscience. Et c'est en partie à ça que je vais être amenée à vous présenter aujourd'hui. Vous présenter vraiment ce voyage que j'ai pu faire par le biais de cette technique qui est la respiration holotropique, un voyage qui m'a permis vraiment de cheminer à la rencontre de parties de moi-même dont je n'avais même pas conscience, mais qui ont permis vraiment qu'aujourd'hui je puisse dire que je me sens vraiment libérée d'un certain nombre de poids. Alors, comment j'ai été amenée à rencontrer cette technique? C'est une technique que j'ai découverte à un moment de ma vie où j'allais pas forcément très très bien, où je comprenais les raisons de ce mal-être d'un point de vue intellectuel, et pourtant, malgré les outils que j'ai à ma disposition, c'était pas suffisant pour pouvoir libérer ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Ça se manifestait et ça continuait à se manifester, à s'exprimer par le corps, par le biais de sensations de tachycardie, d'oppression au niveau du plexus cardiaque, au niveau du plexus solaire. Et j'étais comme bloquée à un moment de ma vie où ma tête comprenait très bien ce qui se passait, mais il y avait d'autres choses qui étaient nouées dont j'arrivais pas à me libérer. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré à ce moment-là plusieurs personnes qui m'ont parlé de cette technique de la respiration holotropique, ce qui m'a décidée à aller essayer par le biais d'un stage qui s'est déroulé sur une journée. Et peut-être que finalement, juste le fait de déjà accepter de faire quelque chose pour moi, c'était déjà une première porte qui s'ouvrait. Et puis ensuite, la technique qui, en elle-même, m'a permis de libérer des couches, séance après séance, un peu comme un oignon dont on enlève couche après couche. Et même si parfois les choses pouvaient me sembler un peu difficiles à aborder, j'en ressentais vraiment au fond de moi les bénéfices, les effets bénéfiques. Donc, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à avoir envie de vous partager cet outil vers le mieux-être que j'ai découvert il y a maintenant de cela à peu près 3 ans. Alors, comment va se dérouler cette conférence? Dans un premier temps, je propose de vous présenter ce que sont les états modifiés de conscience, de vous présenter ensuite les travaux du docteur Stanislas Grof, celui qui est à l'origine de la création de la respiration holotropique, et ensuite d'illustrer mon propos sur les bénéfices de cette technique par le biais de la recherche actuelle, notamment en matière de neurosciences, puisque de par ma profession et puis ma personnalité aussi, même si cette technique a été vraiment libératrice pour moi, j'ai quand même cherché à comprendre ce qui pouvait se passer sur un plan théorique, sur un plan scientifique, même si la science n'explique pas tout. Mais néanmoins, j'ai cherché à rassembler un certain nombre d'informations pour comprendre un petit peu ce qui pouvait se passer. Donc, c'est un petit peu le résumé de ces recherches que je propose de vous partager, avec un outil qui est vraiment pour moi très intéressant, puisqu'il permet de travailler sur une approche
psychologique, mais aussi corporel, voire même spirituel. Et de ce fait-là, il complète parfaitement les chemins thérapeutiques plus classiques qui nous permettent en général d'aller vers le mieux-être. Alors, les états modifiés de conscience, c'est un mot qui peut peut-être vous surprendre, parfois faire un peu peur. Mais c'est vrai que le thème de cette conférence, c'est la respiration holotropique, une porte vers l'inconscient. Donc c'est vrai que ça nécessite déjà de reconnaître, ce qui est aujourd'hui communément admis, le fait qu'on a en nous deux modes de fonctionnement, l'inconscient et l'autre inconscient. Et que ces deux modes de fonctionnement ne communiquent pas forcément entre eux, ou en tout cas, il faut parfois trouver des outils, des chemins pour les aider à faire du lien entre eux. C'est un concept qui a été mis en place, cette notion d'inconscient, notamment par Freud, un psychanalyste très connu et reconnu, mais qui vraiment proposait de schématiser ce concept sous la forme d'un iceberg, en fait, dont une partie est à la surface de l'eau, qui est celle qui est visible et qui correspondrait à notre part consciente. Mais l'iceberg, il ne fait pas que flotter à la surface de l'eau, il a aussi toute une partie qui est immergée, qui est invisible à l'œil nu et qui pourtant le compose et existe, même si il n'est pas visible à chaque instant. Et donc, c'est ce concept d'inconscient qui permet notamment d'expliquer pourquoi parfois nous avons des comportements qui ne nous paraissent pas forcément logiques ou adaptés à la situation, mais qui sont quand même les comportements qui se sont manifestés à travers nous et qui sont probablement le témoignage de cette partie inconsciente de nous qui existe et qui cherche à s'exprimer. Alors, les états modifiés de conscience, qu'est-ce que c'est plus spécifiquement ? Déjà, c'est important de reconnaître qu'on en vit plusieurs types, plusieurs fois par jour. Il y a l'état de conscience ordinaire, mais il y a aussi, par exemple, le sommeil, qui est un état de conscience modifié. Il peut y avoir aussi des moments, comme ça vous est peut-être déjà arrivé, d'être dans votre voiture sur un trajet que vous connaissez et puis de ne pas avoir vu le temps passer, de vous dire « Ah, tiens, je suis déjà arrivée là ». Comme si vous aviez été un petit peu en pilote automatique. Pourtant, vous êtes éveillé, mais en n'ayant pas forcément conscience de tout ce qui se passe autour de vous. Ça, on considère que c'est aussi un état modifié de conscience. En fait, on se rend compte qu'il y a deux grands types d'états modifiés de conscience, ceux qui sont spontanés et ceux qui sont induits. Lorsqu'ils sont spontanés, ça peut être par exemple, c'est ce qu'on appelle l'état de flow, ça peut être l'état que vous atteignez par exemple lorsque vous êtes vraiment concentré sur une tâche ou dans une activité qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Ça peut être une création artistique, une activité sportive. Ça peut être la méditation, une promenade dans la nature, ou dans ces moments-là, en général, vous avez comme une impression de temps qui est suspendu et comme une impression de paix intérieure. Ça, c'est un état modifié de conscience spontané. Ensuite, il y a la catégorie des états modifiés de conscience qui vont être induits. Alors, induits par deux choses, soit par une technique, comme le son par exemple, la sophrologie, l'intégration par les mouvements oculaires, la méditation, l'hypnose, le yoga, des techniques qui sont aujourd'hui vraiment de plus en plus reconnues sur un plan scientifique, y compris médical, puisque certaines d'entre elles sont proposées désormais dans les hôpitaux. Ou alors des états modifiés de conscience qui peuvent être induits par substances, en général des substances illicites, dont certaines qu'on va avoir à notre disposition plus ou moins facilement, mais en tout cas des états modifiés de conscience induits par quelque chose d'un point de vue chimique. Ces états modifiés de conscience, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler une autre terminologie, ce serait les états élargis de conscience,
ou encore, dans d'autres cultures, les états de transe. Alors c'est vrai que parler d'état de transe dans notre culture occidentale a quelque chose d'un petit peu effrayant, qui renvoierait à un état où la personne n'est pas vraiment consciente de ce qui se passe. En tout cas, le concept de transe, c'est plus difficilement entendable dans notre culture, mais pourtant on vient bien parler de la même réalité, hein. État modifié de conscience, état de transe, ça renvoie à la même chose. Même s'il est important de retenir que vraiment dans ces états-là, contrairement aux a priori qu'on en a, la personne est vraiment toujours pleinement consciente de ce qui se passe pour elle. Elle a la possibilité là d'y entrer quand elle utilise une technique volontairement, mais ça veut dire qu'elle a aussi la possibilité d'en ressortir volontairement. Vraiment, j'insiste sur ce point, c'est très important d'avoir conscience que la personne reste toujours, si elle le désire, maître de ce qui se passe. Elle peut choisir de se laisser aller dans le processus, ou alors elle peut aussi choisir d'arrêter ce qui est en train de se passer si, pour une raison ou une autre, elle ressent le besoin d'interrompre ce qui est en train de se passer. Donc dans tous les cas, dans ces états-là, la personne reste vraiment consciente de ce qui se passe pour elle. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais pourquoi finalement aller rechercher des techniques qui vont nous permettre d'entrer en état modifié de conscience? Quels vont être les bénéfices? Déjà, le premier point, c'est celui que je vous évoquais, c'est que ces états-là nous permettent d'accéder à ces parts inconscientes de nous, un peu comme s'ils étaient les catalyseurs, hein, le pont pour nous permettre de relier la part consciente et la part inconsciente. Certains auteurs, comme notamment Abraham Maslow, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a théorisé la pyramide des besoins, vraiment sous forme de pyramide, dont la base correspondrait à nos besoins physiologiques essentiels, viendrait ensuite des besoins de sécurité, ensuite des besoins d'appartenance, de relations sociales, ensuite, des besoins de réalisation de soi, ça c'est la version la plus connue de sa pyramide, où chacun de ces besoins va être important pour notre bien-être personnel. Mais un petit peu plus tard, au cours de son parcours, il a ajouté un autre niveau à cette pyramide qui serait le besoin de transcendance. C'est-à-dire qu'il y aurait en nous le besoin de se dépasser, un besoin de se transcender, un besoin d'être comme connecté à quelque chose de plus grand que nous. Certains vont l'appeler la connexion avec l'univers, d'autres la connexion avec l'amour inconditionnel ou une connexion avec quelque chose qui pourrait être de l'ordre du spirituel. Toujours est-il que Maslow, il a reconnu ce besoin comme étant un de nos besoins fondamentaux. Et je trouve que de pouvoir l'intégrer sous cette forme-là permet d'avoir un peu un autre regard sur certains comportements qu'un certain nombre d'humains peuvent avoir qui sont considérés comme pathologiques. C'est le cas notamment des addictions, des dépendances à certains produits, à certaines substances, l'alcool par exemple, mais encore bien d'autres. Et ben en fait, en analysant ces comportements avec ce nouveau filtre, ben en fait, on considère que c'est simplement un besoin, une tentative en tout cas de répondre à ce besoin de transcendance que les personnes peuvent utiliser en consommant ces substances. À défaut de trouver un chemin pour répondre à ce besoin, ben, ils choisissent plus ou moins volontairement d'utiliser ces substances pour induire ces états modifiés de conscience et quelque part nourrir ce besoin de transcendance. Et du coup, ça peut être intéressant de leur proposer aussi un autre chemin pour nourrir ce besoin. Mais c'est vrai qu'indépendamment des comportements addictifs, nous avons tous en nous ce besoin de dépassement, ce besoin de lâcher prise, de lâcher l'ego et de reconnexion quelque part à quelque chose de plus grand que nous. Et donc ces états modifiés de conscience nous permettent de nous reconnecter à nos ressources intérieures, ce qu'on appelle le guérisseur intérieur, cette part de lumière en nous. Et bien quand on lâche le mental, quand on lâche l'ego, on peut davantage se reconnecter à cette partie, à ce potentiel d'auto-guérison que l'on a à l'intérieur de nous.
Donc vraiment, les états modifiés de conscience, quelle que soit la technique que l'on utilise, même si moi je viens vous présenter la technique de la respiration holotropique, c'est comme un catalyseur qui vient mettre en lumière quelque chose qui est là à l'intérieur de nous, mais dont on n'a pas conscience au quotidien, et qui va permettre à cette part-là, à l'intérieur de nous, d'émerger. Parfois, on peut faire remonter des choses qui nous sont douloureuses, mais si c'est ça qui est là à ce moment-là, si c'est ça qui émerge au décours d'une séance, c'est que c'est précisément cet élément-là qui a besoin d'être travaillé, comme si une part de nous était peut-être bloquée sur cet élément-là. Donc finalement, c'est le chemin d'une reconnexion à soi-même, où il s'agit de faire confiance au processus, à son processus intérieur, un peu comme il s'agissait de faire confiance à la magie de la vie qui fait que vous respirez à chaque instant, même lorsque vous n'y pensez pas, même la nuit durant votre sommeil, il y a cette part de vous qui sait ce qui est bon pour vous, qui sait ce qu'elle doit faire. Et lorsque l'on pratique les états modifiés de conscience, c'est important, à mon sens, de pouvoir se mettre dans cet état d'esprit-là, de faire confiance à la vie qui va laisser se manifester ce qu'il y a de bon pour vous. Et de ce fait-là, le thérapeute qui vous accompagne va prendre le rôle plutôt de ce qu'on appelle un facilitateur, dans le sens où il va vous permettre de faciliter votre propre processus intérieur. Si bien que l'on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer, mais on va accompagner ce qui va se passer pour la personne à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de l'état de l'étude scientifique de ces états modifiés de conscience ? Je voulais vous parler des travaux de Corinne Sombrin, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a été médiatisé là en novembre 2019 par la sortie d'un film qui s'appelle Un monde plus grand, de Fabienne Berthaud avec Cécile de France dans le rôle de Corinne Sombrin, et qui retrace son histoire où, après des événements de vie douloureux, elle est musicienne et elle est envoyée en Mongolie pour enregistrer des sons au décours notamment d'une cérémonie chamanique. Et lors de cette cérémonie, elle entre en état modifié de conscience, elle entre en état de transe. Elle retourne en France et elle en parle à ses proches et elle se demande elle-même si elle n'est pas en train de devenir folle, elle se demande ce qui se passe. Et finalement, elle découvre, après des échanges avec la chamane, qu'elle a elle-même ce potentiel-là et qu'il s'agit pour elle de pouvoir se former au chamanisme. Elle accepte de faire cette formation, non sans mal au début, mais en parallèle, c'est vrai qu'elle interroge des médecins, des scientifiques pour l'aider à comprendre ce qui se passe dans son cerveau. Et donc après tout un tas de scanners, d'IRM, d'études sur son propre cerveau, qui ressort en fait parfaitement normal, les recherches montrent qu'il y a bien des activations des zones très spécifiques de son cerveau quand elle est dans ces états modifiés de conscience. Donc à partir de là, elle s'est demandé si ces états pouvaient être accessibles à d'autres personnes. Et elle a proposé de mettre en place un certain nombre d'essais, d'expériences, d'essais cliniques, avec l'une d'entre elles, par exemple, en 2015, auprès des étudiants des Beaux-Arts de Nantes, où sur 20 participants, 16 sont entrés en transe à la première écoute. 4 personnes sur 5 sont entrées en transe à la première écoute. Elle a poursuivi ses recherches, ce qui lui permet aujourd'hui de dire que 80% des personnes entrent dans ces états modifiés de conscience dès la première écoute de la bande sonore qu'elle propose de passer. Et que sur les 20% restants, tous arrivent à entrer en transe, même si pour certains, il a fallu plusieurs essais, peut-être 3, 4 ou au maximum 5, mais il s'agirait en fait de montrer que c'est vraiment un potentiel humain propre à tous les humains et dont la majorité d'entre nous avons la possibilité d'accéder finalement assez facilement.
Et quand on regarde un petit peu ce qui peut se passer dans d'autres cultures, à travers une recherche qui a été faite dans les années 70 sur l'étude de 488 sociétés observées dans le monde, et ben on se rend compte que 90% d'entre elles utilisent les états modifiés de conscience dans leurs pratiques. Alors des pratiques qui peuvent être chamaniques, druidiques, des derviches turners, religieux, qui peuvent être par l'utilisation peut-être pour certaines pratiques de substances, mais vraiment 90% des sociétés utilisent dans leur culture ces états modifiés de conscience. Donc c'est vraiment comme si c'était un potentiel de l'être humain qui serait inexploité et dont peut-être les sociétés occidentales auraient perdu le chemin. Et donc c'est ce chemin-là qui a inspiré la création d'un certain nombre de travaux, de techniques, et notamment la technique de la respiration holotropique, qui a été mise en place par Stanislas Grof dans les années 80. Alors, qui c'est ce monsieur Grof? C'est un psychiatre d'origine tchèque qui a travaillé aux États-Unis. Il a travaillé au début sur les états modifiés de conscience par l'utilisation de substances, une substance qui s'appelle la psilocybine, qui est un équivalent du LSD. Et puis, il a ensuite cherché à travailler à pouvoir induire des états modifiés de conscience, mais sans substance, en s'inspirant des connaissances qui peuvent exister partout dans le monde en ce qui concerne ces états spécifiques. Tous ces savoirs ancestraux qu'il a cherché à compiler, à rassembler. Et il s'est rendu compte que deux composantes essentielles étaient présentes dans toutes ces techniques. C'est d'une part la présence de la musique et d'autre part, dans la majorité des cas, la présence d'une technique de respiration, en tout cas l'utilisation du souffle pour accéder à ces états modifiés de conscience. Donc, c'est ce qu'il a proposé à travers la respiration holotropique, qui utilise vraiment ces deux outils. Une technique où la respiration, la personne va utiliser une fréquence respiratoire de plus en plus ample, de plus en plus rapide, associée à une vague musicale qui a été spécifiquement conçue pour la séance, qui va faire appel à différents rythmes, différents registres musicaux, dans le but d'induire cet état-là modifié de conscience et de permettre à la personne d'être traversée aussi par différents états émotionnels. Alors, c'est vraiment une technique. Comment ça se passe en soi dans la pratique? Ça peut être pratiqué en groupe ou en pratique seule. D'une manière générale, on privilégie la pratique en groupe parce que le groupe est vraiment porteur aussi d'une énergie spécifique. Lorsque l'on est en groupe, on choisit un binôme, une personne avec laquelle on va respirer en alternance. C'est-à-dire que l'une personne va respirer pendant que l'autre va l'accompagner, être là pour elle, veiller à ses sécurités, à répondre à ses besoins. Et dans une autre partie, les rôles pourront être inversés. Après une première phase de relaxation, le thérapeute guide ensuite la technique de respiration, lance la musique, ce qui permet à la personne petit à petit de rentrer dans le processus. Un processus dans lequel elle peut choisir d'être soit immobile sur son matelas, soit de laisser le corps exprimer ce qu'il a à exprimer, que ce soit par la voix, que ce soit par le mouvement. Et c'est à ce moment-là qu'il peut aussi être proposé, si la personne l'accepte bien sûr, un travail psychocorporel avec vraiment des mobilisations, du contact au niveau du corps. Voilà un petit peu là le déroulé d'une séance de respiration holotropique où ça paraît assez simple en soi. Alors, qu'est-ce qu'on peut vivre quand on traverse comme ça les différentes portes d'accès à son inconscient? On se laisse surprendre déjà en faisant confiance à son processus intérieur, mais on a remarqué qu'il pouvait y avoir différentes catégories d'expériences qui pouvaient émerger. Bien souvent des expériences d'origine biographique, c'est-à-dire qui concernent votre propre histoire, des souvenirs en lien avec votre propre histoire qui peuvent émerger. Parfois même aller jusqu'à un processus de naissance qui peut être revécu.
et accompagner au cours de la séance. Il va y avoir aussi tout un tas d'expériences émotionnelles qui peuvent être traversées, où la personne va pouvoir s'autoriser à exprimer un registre émotionnel divers. Les expériences peuvent aussi être de l'ordre du registre sensoriel, à travers le corps, différentes sensations qui se manifestent dans le corps, ou encore transpersonnel, c'est-à-dire avec une connexion, un vécu de connexion avec quelque chose qui va être au-delà de soi. Pardon. Alors, en quoi finalement la respiration holotropique, c'est une opportunité de guérison, un chemin vers le mieux-être? Et qu'est-ce qui peut nous permettre de comprendre ce qui se passe dans ces moments-là? Un chemin vers le mieux-être parce que c'est une technique qui, en faisant confiance à ce guérisseur intérieur, on a conscience que ça va nous permettre de laisser émerger uniquement ce que la personne est prête à rencontrer. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi de faire confiance à notre système de défense psychique qui est à l'œuvre au quotidien, qui fait que l'on va refouler un certain nombre d'émotions ou de souvenirs quand ils sont trop difficiles à rester en contact en conscience. Donc il s'agit déjà d'un premier point de faire confiance à ce processus, comme je vous le disais. Mais du coup, cette technique va nous permettre d'induire un lâcher-prise. Il va falloir lâcher le contrôle que l'on tente d'avoir sur les choses pour se laisser aller dans le processus. Et ça peut être un premier point, déjà un premier axe de travail, même si le fait d'utiliser la technique de respiration va beaucoup plus facilement nous permettre d'accéder à ces lâcher-prises et nous permettre d'aller rencontrer peut-être aussi le sens que revêt le symptôme. Je rencontre un certain nombre de personnes dans mon cabinet qui comprennent très bien ce qui se passe pour eux avec leur tête, ou qui parfois même d'ailleurs ne le comprennent pas, mais ressentent quelque chose qui s'exprime dans leur corps sans peut-être parfois pouvoir y mettre du lien, ou sans que consciemment il y ait une explication logique. Par exemple, j'ai une crise d'angoisse, j'ai des manifestations qui se passent à l'intérieur de moi, même si avec ma tête je sais qu'il n'y a pas de raison de danger immédiat pour ma vie qui justifierait en fait cette hyperactivation de mon système de stress. Et donc là, ce lâcher-prise en état modifié de conscience va permettre aux symptômes quelque part de s'exprimer et de libérer son message pour pouvoir mieux s'en libérer. Alors, comment ça s'explique en fait d'un point de vue biologique, d'un point de vue scientifique? Déjà, je vais essayer de, pour ce faire, vous partager une image. Alors, partager, voilà, là, vous devez pouvoir avoir à l'écran une image de notre cerveau. Parce qu'en fait, en hyperventilant, en utilisant la technique de respiration telle qu'elle est proposée dans cette technique, on va provoquer comme une hyperoxygénation du cerveau dans son ensemble. Cette hyperoxygénation, elle va permettre de laisser différentes parties de notre cerveau s'exprimer. Je vous en fais un petit rappel où vous allez pouvoir avoir ici le cerveau reptilien. C'est comme si à l'intérieur de nous, on avait 3 cerveaux. Le cerveau reptilien, c'est celui qui est vraiment archaïque, responsable de nos instincts de survie, boire, manger, se reproduire, etc. Nous avons ensuite un deuxième cerveau qui est le cerveau limbique, qui est considéré comme le cerveau émotionnel, qui vraiment stocke en mémoire tout ce qui va être du registre des émotions, de nos souvenirs en lien avec des émotions fortes. Et enfin, le néocortex, la partie supérieure, qui, elle, est davantage responsable de la pensée, de l'analyse, de la logique. Voilà un petit peu en résumé les fonctions de ces 3 cerveaux.
Grâce à l'hyperventilation, ça produit une modification au niveau de la chimie sanguine, une hyperoxygénation du cerveau qui inhibe, si vous voulez, le cortex, le néocortex, donc la partie supérieure, qui va être comme en mode pause, ce qui permet à notre mental, si vous voulez, de se mettre en pause et de laisser ainsi les autres zones cérébrales s'exprimer, notamment la zone des émotions et notamment la zone plus instinctive. Donc ça, c'est un élément qui est quand même assez intéressant pour nous permettre de mieux comprendre en quoi cette technique spécifiquement permet d'accéder à davantage de lâcher prise et provoque aussi, quelque part, si vous voulez, comme une véritable réharmonisation du cortex cérébral dans son ensemble. Alors ça, c'est pour le point du lâcher-prise. Et ensuite, je vous ai dit qu'on pouvait aussi être amené à revivre des expériences qui font appel à notre biographie, à notre histoire de vie, parfois même à des choses qui peuvent être ancrées dans les générations au-dessus de nous, et être ainsi amené à pouvoir retraiter ces informations-là. Les retraités, parce qu'il y a des choses qui peuvent être inscrites à l'intérieur de nous et que même si on ne souhaite plus qu'elles continuent à être actives, et bien finalement, on se rend bien compte qu'elles le sont encore. Comme, si vous voulez, il pouvait y avoir un reformatage de nos souvenirs et du coup de nos croyances en lien avec ces souvenirs. Et ça va pouvoir s'expliquer grâce aux travaux que vous avez peut-être entendu parler d'épigénétique qui montrent aujourd'hui que lorsque des traumatismes ont été vécus par les générations au-dessus de nous, ces traumatismes provoquent des modifications au niveau de l'ADN et ces modifications se transmettent de génération en génération. Donc c'est en ça que travailler aussi à digérer ses propres traumatismes permet d'éviter la transmission dans les générations futures. Et en revivant pendant la séance des souvenirs de son histoire personnelle, par exemple, et bien ça permet parfois d'en adopter une autre grille de lecture. Et vous le savez peut-être, grâce à l'action de nos neurones miroirs, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vu réellement ou ce qui est pensé, imaginé. C'est ce qui explique qu'il y ait la même activation d'ondes cérébrales, que vous soyez en train de faire une action ou que vous soyez en train de vous imaginer faire cette action. C'est aussi ce qui peut expliquer le fait de voir quelqu'un bâiller nous fait bâiller, le fait de voir quelqu'un sourire nous donne proportionnellement un peu plus envie de sourire. Donc ça, c'est vraiment une spécificité du cerveau qui nous offre la possibilité de réenregistrer nos souvenirs sur un nouveau versant et ainsi de pouvoir modifier quelque part les croyances qu'on aurait pu enregistrer vis-à-vis de nous-mêmes au décours de ces événements de vie. Si par exemple quelqu'un a pu être abandonné par un parent dans son enfance, elle aurait très bien pu enregistrer le fait qu'elle n'était pas digne d'être aimée. Et en retravaillant ce souvenir, elle peut aussi retravailler la croyance qui est associée, la reformater. C'est vraiment une occasion presque unique et un nouveau chemin pour pouvoir se libérer de toutes nos entraves intérieures. Et un autre élément que je souhaitais vous partager, c'est la modification qui a pu être observée en ce qui concerne nos ondes cérébrales. Et là, de nouveau, je vais chercher à vous partager mon écran pour pouvoir vous présenter ces ondes cérébrales qui sont de 5 types. Les ondes bêta qui sont observées entre 12 et 30 Hz qui sont observés en état de veille actif, donc quand vous êtes vraiment dans votre quotidien. Des ondes alpha qui sont observées dans un état de veille calme, quand vous êtes plutôt dans un état créatif, en état de veille, mais plus en rêverie dans vos pensées.
Les ondes θ, qui sont des ondes présentes lorsque la personne est en état de relaxation profonde, et les ondes delta, qui correspondent, elles, à un état de sommeil profond. Eh bien, en respiration holotropique, comme ça peut être le cas en méditation ou dans d'autres techniques bien sûr, mais en respiration holotropique, on se rend compte que la personne est principalement en train d'activer des ondes θ qui témoignent d'un processus intérieur vraiment profond et de tout le travail qui est en œuvre à l'intérieur d'elle-même. Donc c'est un nouvel élément, si vous voulez, qui permet de comprendre qu'il se passe aussi des choses d'un point de vue tant psychologique que corporel, voire même aussi, sans oublier la dimension transpersonnelle, spirituelle, où on peut, au décours de ces séances, avoir parfois ce sentiment d'appartenance, de connexion les uns aux autres, d'appartenance à l'univers, à quelque chose de plus grand que nous, et du coup qui correspondrait à ce besoin de transcendance dont je vous parlais tout à l'heure, évoqué par Abraham Maslow. Donc voilà un petit peu en résumé l'état de mes recherches sur ce sujet. Ma présentation de cette technique qui est la respiration holotropique, qui a été en tout cas pour moi mon chemin vers le mieux-être. Une technique qui permet de travailler vraiment sur toutes les dimensions de l'être, à la fois corporelle, émotionnelle, cognitive, mentale, mais aussi peut-être spirituelle. Et donc vraiment tendre vers un mieux-être global de l'individu. C'est mon chemin, ma découverte. Je me propose de vous la faire partager à travers cette conférence. Je me propose aussi de vous la faire découvrir avec une participation libre à chacun ou des cours de séances, alors qui seront des séances plus courtes que les séances qui sont faites lors des stages, mais pour venir vous permettre de goûter un petit peu ce que peut être cette technique de respiration holotropique. Alors, il y a une date qui était initialement prévue le 28 juin. On va attendre de voir un petit peu comment les choses continuent d'évoluer pour voir si cette date peut être maintenue ou pas. Sinon, il y en aura d'autres de programmés. Vraiment, je vais lancer toute une phase de découverte pour permettre au plus grand nombre de venir essayer et sans la contrainte financière, donc avec une participation libre à chacun. L'idée vraiment là de mieux-être en Normandie, de l'association, et que je partage complètement, c'est vraiment cette générosité dans le partage, pour que chacun puisse trouver son propre chemin, trouver l'outil qui lui correspond, parce que l'idée, et c'est peut-être aussi ce qui nous est donné de vivre en ce moment, en ces temps de confinement, c'est vraiment un temps de recentration sur soi, et que chacun puisse trouver le chemin pour se sentir mieux avec soi-même, se sentir mieux avec les autres, et continuer à participer à la construction, à cette co-construction du monde qui nous entoure. Et pour ça, c'est vrai que plus on est en paix avec soi-même, plus on peut être en paix avec ce qui nous entoure et contribuer à l'équilibre du monde. Voilà, j'espère que cette conférence vous a permis d'y voir un petit peu plus clair, que mes explications ont pu être les plus explicites possibles. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez une quelconque question via mon site www.formavie.org, ou dans tous les cas, les coordonnées seront accessibles sur le site de Mieux-être en Normandie. Voilà, je vous souhaite vraiment de belles découvertes à travers toutes les conférences qui vont vous être proposées. Et puis je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.